Tu sais, le succès, pour moi, le succès, c'est une multitude de succès. C'est pas un succès. Donc, combien d'histoires on voit qu'ils ont réussi à une levée de fonds de 10 millions, 3 ans après, ils n'existent plus. Ouais. Moi, c'est sur le long terme. Je suis plus impatient. J'étais longtemps impatient. Je suis plus impatient. Je suis, ou je pourrais dire, je suis impatient intelligemment. Je sais où être patient. Je sais où être impatient. Il va falloir que tu définisses. Ben, je crois que, tu l'as défini toi-même. Au quotidien, je suis impatient, mais sur le long terme, je sais que quand tu prends ce que tu penses être les bonnes décisions, quand tu as une bonne équipe, quand tu as des bons produits, quand tu travailles de la bonne manière, certains jours, ça peut être le bordel, mais je sais qu'à la fin de l'année, ça donne le bon résultat. Ouais. Et tu as mentionné quelque chose d'intéressant, quand tu as le bon produit. Moi, quand je regarde ton histoire, la leçon que j'en retire, c'est pas l'espèce d'histoire qui est vraiment bonne pour les médias, pour écrire un livre qui est vraiment improbable, qui est rocambolesque, qui a plein de retentissements dedans. Sauf que je pense que le point que les gens vont peut-être passer à côté, c'est que tu as gagné le prix de la meilleure vodka au monde. De un, le ticket d'entrée, c'est d'avoir un excellent produit. Oui. De deux, il y a une certaine dose de chance aussi. T'sais, si tu avais eu le troisième prix. Ne serait-ce que la médaille d'argent. Ça aurait tout changé. Ouais. L'ascension n'aurait pas été la même. Non. Et puis, je pense qu'en entrepreneuriat, tu as le survivor bias, dans le sens que pour chaque personne, pour chaque Mark Zuckerberg, il y en a combien qui, écoute, on n'a jamais entendu parler d'eux autres, on n'entendra jamais parler d'eux autres. jamais parler. Je te dirais que c'est... j'appelle ça la chance du survivant. Ouais. C'est une chance, mais tu as survécu pour l'avoir. Oui, c'est bien dit. Il y a beaucoup de personnes qui veulent la chance puis qui abandonnent. Tu ne seras jamais un survivant si tu abandonnes. La chance, là, c'est comme l'argent. Là. Elle va trouver le gars qui fait pitié quelque part à un moment donné. Tu sais, je me dis toujours ça, et puis tout d'un coup, tu as de la chance. Puis le monde dit « Hey, tu as eu de la chance! » Ouais, mais j'ai survécu. J'ai survécu tout ce temps-là. C'est pour ça que la chance m'a trouvé. Là. Ouais. La chance, là, c'est difficile moi, à avoir. Je fais un parallèle là, souvent avec les billets de loterie, dans le sens que comment est-ce que tu fais pour optimiser tes chances de gagner à la loterie? Tu fais juste prendre plus de billets. C'est la seule façon de faire. C'est un peu le concept. Là. Quand tu es un entrepreneur, tu as un bon produit, il faut que tu prennes plus de chances. Et on parlait justement que c'est une des qualités d'être à l'aise à prendre des risques. Mais également, je pense que, on prend un exemple. Quand que je t'ai écrit pour te demander une entrevue, l'année passée. Ouais, ça a été complexe, désolé. Je prenais un risque, entre guillemets. On va dire non, c'est complètement normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec le rejet, qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de se faire dire non. Et le risque psychologique est un risque qui est tangible pour eux. Je pense que c'est important de se dissocier son identité de l'entreprise qu'on essaie de bâtir. Bien, il faut que le mot « non », là, les 3 petites lettres, il faut que ça devienne ton mot préféré parce que c'est comme ça qu'on va te définir pendant des années. Exact, non, exact. Non, non, refus, non. Donc, le non, moi, je le prenais comme un catalyseur, comme ça me motivait. Et puis, je trouve ça drôle parce que maintenant, les tables ont tourné. Ça a changé, et puis, c'est toi qui, au quotidien, dois dire non. C'est quoi la place du non dans ta vie en tant qu'entrepreneur? Pas pour mes idées, mais comme des histoires d'entrevue ou des émissions de télévision, tout ça. J'en reçois dessus. Et, je dois dire non, là, je peux pas tout faire. Là, je peux juste pas tout faire. J'ai 24 heures dans une journée, j'ai une business, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis. Je veux quand même survivre à la fin de ma journée. T'sais. Mais c'est sûr que j'essaie. Et tu sais quoi? Moi, je dis toujours là, que tu as le droit de dire non, mais il faut que tu me dises pourquoi. Un non vide, là, ça ne m'intéresse pas. Un non qui me mène à avoir un oui ou qui me donne des outils pour que dans le futur, ce soit un oui. Là, j'adore ça. Ça me rappellerait toute ma vie. Premier banquier que j'ai vu sur la Rive-Sud de Montréal, j'ai pitché mon idée. Il m'a dit non, mais il a pris 20 minutes de son temps pour dire comment améliorer mon pitch. J'ai trouvé ça le meilleur refus de ma vie. Il m'a dit non, mais voici comment tu pourrais avoir un oui. Puis, j'ai jamais eu aucune banque à la fin qui ont dit oui, par exemple, sauf le Mouvement des Jardins. À la fin, là, j'ai réussi à percer la muraille, mais c'est sûr qu'un non vide, c'est poche. Ouais.
Et puis, au niveau, parce que là, toi, tu parles les noms externes avec les opportunités qui te sont présentées. Oui. À l'interne, dans ton entreprise. Ah, je me fais dire non en permanence parce que moi, je suis le gars qui a beaucoup d'idées, OK? Et puis. C'est les autres qui disent Oh, non. oh my God! En permanence, ça continue ma vie. Moi, je lancerais des trucs par-dessus des trucs. Mais non, c'est correct. Puis, je dis non aussi des fois, mais très peu. On prend des décisions collégiales. On est vraiment une bonne équipe. Donc, je n'utilise pas mon veto de non souvent. OK. Non. Parce que, comme tantôt, on discutait que tu as juste 3 produits. Oui. Et le fait de ne pas produire plus de produits, peut-être que tu le sens pas comme si c'était un non, mais c'est une décision d'affaires. Oui, mais c'est voulu. Non c'est à voulu. certaines opportunités dans le marché. C'est voulu. Quand je lance un produit, moi, je veux que ça soit un méga succès. Je veux pas que ça soit un succès, je veux que ça soit un méga succès. Donc, je prends beaucoup de temps pour lancer un produit, je réfléchis énormément, je fignole la recette à la perfection et ça passe beaucoup d'étapes avant qu'on décide de lancer un produit. Je ne suis pas les tendances, je préfère les créer. Nice, j'aime ça. Et puis, c'est ce qu'on a pu ressentir aussi quand tu as fait ta première vodka. Tu connaissais absolument rien de la vodka, donc tu es parti un peu du first principle thinking, où tu repars de la base et tu te dis, OK, comment est-ce que je peux faire une vodka? Et puis, ça a donné quelque chose de fantastique. Et tu as continué avec tes autres produits. Tu as sorti ton gin tonic en canette. En canette, oui. Que j'avais jamais vu nulle part ailleurs. Ouais. Comment est-ce que t'es venue l'idée? En buvant un produit dans la même type d'industrie, un autre prêt à boire, mais bourré de sucre, bourré de produits chimiques. J'étais comme, non, c'est pas ça que le monde veut pas en tout. Non. Ils veulent un produit 100% naturel, bon, avec des ingrédients frais. J'ai juste voulu réinventer les prêts à boire. Puis sans blague, là, ça a l'air big comme truc. On réinvente le prêt à boire. Là. À travers, on vend dans plusieurs pays. Tous nos distributeurs sont comme, j'aime bien, c'est 100% naturel. Oui. OK, c'est beau. Ouais, c'est bon. Ouais, OK, quoi qui se passe? Là, c'est comme si tu arrives tout d'un coup avec je sais pas moi, un Big Mac qui te fait pas prendre de poids. Là. Ouf, ça marcherait. Ouf! Va faire la file. Oh oui! Justement, dans tes produits, quand tu lances tes produits, quand que tu t'investis dans des entreprises, toi, tu dis en fait que ta passion, c'est de créer des marques et de les vendre. Ouais. Et on sent que le storytelling a une grande place dans ce processus-là. Et tous tes produits ont des histoires fascinantes. Autant ta vodka que ton gin. Comment est-ce que tu as trouvé la recette de ton gin? C'est ma femme qui était enceinte en mangeant une soupe à 9 mois presque enceinte qui a mangé la soupe. C'était une soupe froide à base de concombre, aneth, lavande, amande et citron. Et la soupe goûtait la fraîcheur. Et moi, je travaillais un mot-clé. Puis le mot-clé pour la recette du gin, c'était fraîcheur. Donc, moi, je dis toujours, à cause d'une femme enceinte qui aimait trop la soupe, on a un gin maintenant qui est un succès un peu partout où on le lance. C'est sûr que ça fait partie, le storytelling est très important dans le monde des affaires, mais nos produits, vu qu'on prend du temps pour le faire et qu'on lance un produit avec une raison de lancer le produit et pas un produit que j'appelle supplémentaire, tu sais, lancer un autre gin d'entrée de gamme ou une autre vodka qui goûte comme toutes les autres vodkas, c'est un produit qui ne sert à rien. Tu comprends? Il existe déjà. Il existe déjà. Moi, j'adore la compétition, mais quand la compétition innove, arrive avec des nouveautés. Moi, je veux me dire, quand je vois un autre producteur lancer un produit, dire « j'aurais dû le faire ». Plutôt que « ah ouais, OK, un autre produit ». Tu comprends? Moi, c'est très important pour moi. Je trouve qu'il y a déjà trop de produits. Puis je dis pas ça pour enlever les autres ou enlever moi ou peu importe. C'est que j'essaie qu'on ait moins de quantité pour qu'on ait plus de qualité.